Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, je pense que c'est important véritablement d'essayer de comprendre la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Parce qu'on fait souvent l'amalgame entre les deux, et une intelligence artificielle n'est pas forcément une intelligence humaine artificielle. Pour vous faire un petit peu d'historique, il y a quelques années, il y a eu en fait, une première utilisation de l'intelligence artificielle a été sur les marchés financiers. En l'espace de quelques années, quand on a commencé à découvrir un petit peu ces techniques, on a commencé à s'en servir de plus en plus pour traiter des ordres sur le marché financier. Et la visualisation que vous voyez ici, c'est littéralement l'évolution de l'activité des intelligences artificielles sur les marchés financiers. Et je me souviens parce que ça, c'était en plein milieu de mon doctorat, en 2008 à peu près, pendant la crise. Et, euh, et, euh, et une des conséquences, en fait, c'est que les traders dont on avait toujours un petit peu eu cette image dans les banques, un petit peu à l'ancienne, et ben dans certains cas, avaient été totalement remplacés. C'est-à-dire qu'il y a certaines banques qui avaient remplacé jusqu'à 99% de leurs traders humains par des intelligences artificielles, parce qu'en fait, ils ont tout simplement réalisé que les intelligences artificielles n'avaient pas d'émotion, donc elles n'avaient pas ce problème, en fait, de passer des ordres sur les marchés financiers de manière totalement impartiale. Sauf que le problème, en fait, c'est que mon père était trader. Et, euh, et je me souviens qu'il m'a appelé, il m'a dit ouais, enfin moi, ça fait 40 ans que je fais ça à la main et maintenant, il y a une machine qui fait ça 1000 fois plus vite et 1000 fois mieux que moi je le fais, qu'est-ce que je vais faire quoi. Et je me souviens que ça m'avait un petit peu choqué parce que on se pose jamais trop la question dans le milieu de la finance, on se dit jamais, oh, le pauvre trader, il a perdu son job. Puis d'un autre côté, c'est un peu moins grave parce que les traders ont quand même plutôt bien gagné leur vie, donc c'est pas comme s'ils se retrouvaient à la rue du jour au lendemain, mais néanmoins, c'était un des premiers métiers qui a totalement, intégralement été remplacé par l'intelligence artificielle. Et donc, quand le gouvernement a saisi le Conseil national du numérique il y a quelques années pour nous demander justement de réfléchir à la question de l'intelligence artificielle, de son impact sur l'emploi, pour moi, c'était une super opportunité un petit peu de prendre ma revanche sur ce qui s'était passé et d'essayer d'aller plus loin. Est-ce que tous les métiers finalement vont être remplacés par des IA comme l'a été le métier de mon père. Donc déjà, pour expliquer un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est le comportement humain dans une machine. Donc, il y a tout un tas de techniques. Ah, j'espère que vous n'avez pas trop perdu. Euh, donc, l'intelligence artificielle, c'est la capacité à reproduire un comportement humain dans une machine. Et donc, il y a tout un tas de techniques qui existent pour faire ça, dont une en particulier qui est très à la mode, qui s'appelle le machine learning, l'apprentissage machine. Le principe du machine learning, c'est plutôt que d'avoir un humain expert qui va essayer de comprendre le phénomène et le programmer dans la machine pour l'automatiser, donc plutôt que de programmer l'intelligence artificielle, on va en fait utiliser des exemples du comportement et on va apprendre à la machine à apprendre à reproduire ces exemples. Donc on va montrer 50 images de chiens en disant c'est un chien. Au bout d'un moment, la machine arrive à reconnaître des chiens, un peu comme ces livres pour enfants ou des images d'animaux avec des photos pour qu'ils apprennent un petit peu les mots. Ben, c'est un peu le même principe. Et donc ça, c'est vraiment énorme en fait quand on y pense, parce que ça veut dire que pour la première fois, on est capable d'apprendre aux machines à faire des choses sans que les humains n'aient besoin de les expliquer ou même de les comprendre. Tout ce qu'on a besoin, c'est de la data. Et donc vous pouvez comprendre pourquoi le machine learning est en train de devenir une technologie massivement adoptée, parce qu'elle simplifie dramatiquement la complexité de programmation des machines. Et donc le deep learning est juste une technologie d'apprentissage. Donc le deep learning est une branche du machine learning, est une branche de l'intelligence artificielle, et très souvent les trois sont utilisés de manière plus ou moins équivalente, mais ce sont quand même trois concepts assez différents. Donc qu'est-ce que c'est que le deep learning? Je vous promets que c'est la seule slide qui a l'air un petit peu compliquée, mais c'est pas si compliqué que ça. Nous autres chercheurs en intelligence artificielle, on aime bien faire croire que c'est très complexe, mais conceptuellement, c'est très simple. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Chaque rond, chaque point gris que vous voyez ici est un neurone artificiel et on va les superposer en couches comme ça successives, connectées entre elles. Donc les neurones de la première couche sont connectés aux neurones de la deuxième couche et ainsi de suite. Et tout le but du jeu, dans le deep learning, c'est d'apprendre comment connecter ces différentes couches de neurones artificiels
pour se créer une représentation de ce qu'on voit dans la data. Donc en fait, c'est une certaine forme en fait, de représentation que l'ordinateur se fait des informations qu'on est en train de lui donner. Donc imaginons qu'on a envie de reconnaître des chats dans des photos. Eh bien, plutôt que d'expliquer à l'ordinateur ce que c'est qu'un chat, c'est mignon, il y a des moustaches, tout ça, ce qui n'est pas toujours très clair d'ailleurs, expliquer comment est-ce qu'on code une moustache, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre chaque pixel de l'image. Et chaque pixel va être un des neurones dans cette première couche, donc les trucs en orange. Et en regardant des tonnes et des tonnes et des tonnes d'images de chats, et en combinant ces pixels, en changeant le poids là, de ces différentes connexions, et ben, au bout d'un moment, le réseau, l'intelligence artificielle, a détecté, ah bah tiens, si je recombine des pixels de plein d'images de chats, il y a un truc régulier qui apparaît, qui sont des bords. Donc là, la machine a appris le concept de bord à partir des pixels des images qu'on lui a données. Une fois qu'elle comprend ces bords, elle est capable de les recombiner pour se faire une représentation abstraite de ce que c'est qu'un chat. Et à partir de là, elle est capable de regarder l'image et de dire c'est un chat ou ce n'est pas un chat. Et donc ça, moi, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, quand on y pense, avant le deep learning, si on voulait qu'une machine soit capable de dire chat ou pas chat en regardant une image, il fallait qu'un humain expert en chaton soit capable, en fait, d'expliquer ce que c'est qu'un chaton et de programmer la machine derrière. Et donc, on était très limité, finalement, dans ce qu'on était capable d'automatiser à ce qu'on était capable de comprendre et de programmer. Ben, c'est plus le cas. En fait, aujourd'hui, à partir du moment où on a de la data, eh bien, on peut laisser la machine se débrouiller toute seule pour apprendre comment la représenter. C'est énorme. Et ce genre de technologie, c'est ce qu'on a un petit peu partout aujourd'hui. C'est ce qu'on a, par exemple, dans les assistants vocaux comme celui d'Amazon qui s'appelle Alexa. Donc aujourd'hui, on a quand même un foyer sur 6 aux États-Unis qui est doté d'un assistant vocal. Vous en avez tous dans vos smartphones, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Donc ça, pareil, c'était quelque chose qui n'existait pas, quand bien même c'est une idée où depuis les années 50, 60, avec Star Wars, avec K2000, hein, quand on parlait de sa voiture, on avait un assistant vocal, on n'avait jamais été capable de véritablement interpréter le langage, et maintenant ça marche, notamment grâce au deep learning. Les voitures autonomes, ça c'est vraiment bluffant. On n'a pas besoin d'expliquer à une voiture comment conduire. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va lui donner des centaines de milliers d'heures de conduite et la voiture va apprendre à conduire comme un humain. Tout ce qui est radio, imagerie médicale est en train d'être révolutionné par l'intelligence artificielle. Il y a même une start-up qui propose du diagnostic à base d'intelligence artificielle pour moins de 1 euro. Alors, vous imaginez un petit peu comment ça révolutionne l'accès aux soins quand n'importe qui peut envoyer une image de l'autre côté de la planète qui soit analysée par une intelligence artificielle instantanément. Ça, c'est pas mal. C'est un exemple de ce qu'on appelle du transfert de style. Donc, on va demander à l'intelligence artificielle de reproduire le style d'un grand artiste et de l'appliquer un peu comme une genre de filtre de photo Instagram sur une photo. Donc là, on a pris Van Gogh, on a pris une photo et ça donne le résultat. C'est assez bluffant quand même quand on y pense. Ça, ce sont des intelligences artificielles qui peuvent générer des images. Donc, on fait un petit croquis, par exemple, on clique un bouton et la machine va créer une espèce d'image en haute résolution de ce qu'on est en train de dessiner. Donc ça, c'est super, parce que ça démocratise totalement l'accès à la création, l'accès au design. Vous combinez ça avec une imprimante 3D et assez rapidement, on peut imaginer toutes les possibilités. Même technologie de génération d'images, mais cette fois-ci appliquée à ce qu'on appelle des deepfakes. Ces 3 personnes que vous voyez là, en fait, n'existent pas. Ces images, ces visages, ces personnes ont été créées de toutes pièces par des intelligences artificielles, exactement comme on a créé ce sac à main. Et ça, c'est vraiment incroyable, en fait, quand on y pense, parce que quand on a des intelligences artificielles qui sont capables de créer des images en haute résolution d'humains qui n'existent pas, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le contenu vidéo, pour la production cinématographique, pour la photo? Enfin, tout est illimité. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour ce qu'on voit sur Internet, quand n'importe qui peut inventer une vidéo de Trump en train de dire quelque chose, quoi. Donc ça, c'est un bon exemple aussi. C'était l'intelligence artificielle de Google qui jouait au jeu de Go. Alors le jeu de Go, pendant très longtemps, on pensait que c'était impossible pour une intelligence artificielle de battre en fait les humains, car il y a tellement de coups possibles au jeu de Go qu'on ne peut pas véritablement prédire les coups à l'avance comme on ferait aux échecs. Et ben en fait, ce que là, ils ont fait, les ingénieurs de chez Google, c'est qu'ils ont pris une intelligence artificielle. Ils ont fait jouer le côté noir, une intelligence artificielle à qui ils ont fait jouer le côté blanc.
Et en fait, comme ils ont pris, un peu comme les pixels de chat dans l'exemple avant, on prend chaque case du plateau, c'est dans la première couche de neurones. Et en fait, là c'est super intelligent, plutôt que d'apprendre en basant sur des parties humaines, ils ont pris deux IA, et les deux IA se sont affrontés mutuellement. Et à chaque fois qu'une IA jouait un coup, elle donnait du feedback, l'autre IA lui donnait du feedback. Donc en gros, une IA seulement mutuelle. En jouant des millions et des millions de parties, ces intelligences artificielles ont fini par apprendre à jouer au jeu de Go. À l'époque où ils ont joué contre le champion du monde, Lee Sedol, l'IA a gagné 4 parties sur 5. Donc là, tout le monde s'est acclamé, c'est incroyable, l'intelligence artificielle a battu le jeu de Go, on pensait que c'était encore dans 10 ans et tout ça. Et les gens étaient un peu rassurés aussi, parce qu'on s'était dit, bon, bah, quand même, un humain a gagné une fois sur 5, 20% de chance de battre l'intelligence artificielle, c'est pas trop mal, c'est pas le 1% dont on nous parlait, 20%, je tente ma chance, je peux survivre. Sauf qu'en fait, la même intelligence artificielle a continué à s'entraîner, elle a continué à s'entraîner, elle a continué à s'entraîner, et aujourd'hui, plus aucun humain ne bat cette intelligence artificielle à aucune partie. Mais il y a pire, ou mieux, en fonction de comment on regarde, on a maintenant une IA qui bat les humains à toutes les parties. Alors là, c'est genre Inception, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et je me souviens que quand ça s'est sorti, j'ai discuté un peu avec des amis qui disaient, mais ça y est, c'est la fin, c'est la vitesse d'échappement de l'intelligence artificielle, c'est le moment où on perd le contrôle, on ne peut plus en fait finalement la contrôler et savoir ce qui se passe. Eh bien en fait non. Parce que tous ces exemples, aussi surprenants qu'ils soient, sont des exemples de ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle faible. C'est-à-dire que les IA apprennent à effectuer une tâche, certes très bien, mais elles ne savent rien faire d'autre que la tâche qu'elles ont appris à faire. Elles n'ont pas de capacité de généralisation, elles n'ont pas de capacité de raisonnement logique. Et donc naturellement, les chercheurs s'attellent à de l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle qui serait capable de réutiliser ce qu'elle a appris, de raisonner de manière intuitive, déductive, si A plus B égale C, donc C plus D égale E, quoi. Et ça, en fait, ça serait génial parce que ça voudrait dire que les intelligences artificielles seraient capables de résoudre n'importe quel problème logique. Sauf que les humains qu'on voit dans les films, hein, ces intelligences artificielles qu'on voit dans les films, hein, ces intelligences artificielles humanoïdes, en réalité, ne sont pas que de l'intelligence logique. C'est en vrai de la combinaison d'intelligence logique et d'intelligence émotionnelle. Parce qu'en tant qu'humain, on n'est pas que des machines à calculer, on est aussi des machines émotionnelles. Et donc, si on voulait recréer de l'intelligence humaine artificielle, il ne suffirait pas de recréer de l'intelligence logique, il faudrait aussi recréer de l'intelligence émotionnelle. C'est véritablement la combinaison des deux qui compte. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intelligence émotionnelle? À quoi ça sert l'intelligence émotionnelle chez les humains? Oui, alors ça sert à communiquer, ça sert à être en société, tout ça, certes. Mais en fait, la réalité, c'est que l'intelligence émotionnelle est une façon dont on résout les paradoxes logiques. C'est-à-dire que quand notre intelligence logique ne peut pas trouver de réponse à un problème, eh bien, nous utilisons notre intelligence émotionnelle, notre gut feeling, pour résoudre l'équation. Donc en fait, en gros, quand il n'y a pas de solution logique, plutôt que d'être bloqué, eh bien, on y va au feeling, quoi, globalement. Et un exemple, en fait, de paradoxe logique, c'est ça. Donc ça, c'est un piège à intelligence artificielle. C'est un piège à voiture autonome. C'est brillant de simplicité pour expliquer la différence entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence logique. On trace une ligne un cercle pointillé et à l'intérieur un cercle blanc. La voiture autonome, de l'extérieur, quand elle est à l'extérieur de ce double cercle, voit pointillé suivi de blanc. Ah bah oui, ça on peut passer, donc elle passe. Sauf qu'une fois qu'elle est dans le cercle, ça devient blanc et à l'extérieur pointillé, ça on ne peut pas passer, il ne faut pas traverser une ligne blanche. Et cette intelligence artificielle, quand bien même elle est un QI de 1 trillion, qu'elle conduit mieux que n'importe quel humain, il n'y a pas de solution logique à ce paradoxe. Pourquoi? Parce que mathématiquement, il n'y a aucune façon pour la voiture de sortir de ce piège sans enfreindre le code de la route. Mais vous, en tant qu'humain, si vous voyez ça par terre, vous rigolez, des blagues, et vous décidez sciemment d'être transgressé de la route et de passer. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que si quelqu'un vous arrête, il y aura un accord. Mais pour une intelligence artificielle, ça a du sens. Il n'y a pas de solution logique. Et donc, tant que l'intelligence artificielle n'aura pas d'intelligence émotionnelle,
tant que l'intelligence artificielle n'aura pas d'intelligence émotionnelle, elle ne sera pas capable de déjouer ce genre de piège et nous aurons la suprématie sur l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi ne pas recréer de l'intelligence émotionnelle dans les intelligences artificielles? Pourquoi pas, finalement? C'est une idée. Eh bien, en fait, parce que l'intelligence émotionnelle est très compliquée. Déjà, ça requiert de la conscience artificielle. Alors, la conscience, c'est une grande question. Je ne sais même pas si on est capable de le définir de manière très claire chez les animaux. Comment est-ce qu'on va en créer une de toute pièce? Ça me paraît un peu compliqué. Quand bien même on y arriverait, ce qu'on sait, c'est que les humains qui ont en fait un problème neurologique où ils ne ressentent pas les émotions, donc ça existe, sont incapables de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'ils peuvent suivre des protocoles, ils peuvent raisonner logiquement, 1 plus 1 égale 2, mais dès qu'il faut choisir entre poulet ou bœuf à déjeuner, eh ben, ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas d'algorithme. Et donc, en fait, une intelligence artificielle, même si elle apprenait à répliquer nos émotions, c'est-à-dire qu'elle apprenait que quand quelqu'un sourit, il faut sourire en retour, ça ne veut pas forcément dire qu'elle se sent contente. Et si on ne ressent pas les émotions, nous n'avons pas d'intelligence émotionnelle et nous ne sommes pas capables de prendre des décisions, donc nous serons bloqués, comme dans l'exemple en fait de la voiture et du cercle. Et puis quand bien même il y aurait une façon de faire ça, en fait, en réalité, le corps humain, il est biologique. L'intelligence humaine, elle est dans un corps, dans une enveloppe avec certains sens. Si vous augmentez de 10% la rapidité de processing du cerveau, ça consommerait tellement d'énergie qu'il faudrait être beaucoup plus grand, il faudrait manger beaucoup plus, mais la gravité sur Terre fait que du coup, on ne pourrait pas être debout, donc on ne pourrait pas être humain. Si vous changez les paramètres de l'enveloppe corporelle biologique, si vous changez un petit peu toutes ces choses-là, vous changez l'intelligence. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle, si on veut qu'elle soit humaine et qu'elle interprète le monde comme un humain, il faudrait lui donner en fait une enveloppe humaine, un corps humain. Et donc, au final, si on crée une intelligence artificielle avec un corps humain, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, ça ira pas plus vite en fait qu'un humain. Mais si par magie, vous adhérez quand même à la théorie réductionniste de dire que l'intelligence émotionnelle est une émanation de la complexité, de la connectivité neuronale du cerveau, ben, si on voulait recréer une intelligence artificielle qui ait le même nombre de neurones et de connexions dans le cerveau, eh bien, ça demanderait 50 000 fois plus d'énergie que ce que consomme le cerveau. Le cerveau fonctionne avec 20 watts d'énergie. C'est une grosse ampoule. L'équivalent pour une intelligence artificielle qui ne ferait rien de plus que de reproduire les neurones et les connexions dans le cerveau serait 10 millions de watts, 50 000 fois plus. C'est l'équivalent d'une petite centrale électrique pour une intelligence artificielle qui ne fait rien. Donc pour moi, en fait, il y a quand même une certaine absurdité de dire qu'on va recréer de l'intelligence humaine artificielle, parce que ça équivaut à dire qu'on recrée de la conscience artificielle, qu'on recrée des émotions artificielles, qu'on recrée un corps artificiel, qu'on a résolu le problème de l'énergie. Mais si on a fait tout ça au final, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a recréé un humain. Et franchement, enfin entre nous, quoi, il y a des façons beaucoup plus sympas de recréer des humains que de passer sa journée à programmer des ordinateurs, quoi. Et donc pour moi, c'est complètement aberrant qu'on essaye même d'arriver à ça. C'est de la pure science-fiction. Il n'y a rien dans la science aujourd'hui qui pointe vers la possibilité de recréer une intelligence humaine artificielle. Une intelligence avec un QI de 1 trillion, oui, mais ce ne sera pas une intelligence humaine artificielle, ça sera autre chose. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs dans l'histoire qu'on se plante. Toutes les théories scientifiques, on a essayé d'expliquer l'intelligence avec. Il y a un petit peu cette poursuite philosophique de la réduction de la compréhension de l'intelligence. À l'époque de la théorie des fluides, il y a du fluide dans le cerveau, donc évidemment ça s'expliquait comme ça, c'est pas allé très loin. Puis on a eu l'époque mécaniste avec Descartes, où on a inventé les automates, les rouages, et on pensait que l'intelligence était une série de rouages. Et le meilleur exemple d'intelligence artificielle de l'époque est ce qu'on appelait le turc mécanique. Donc le turc mécanique était un automate, une espèce de robot avec une manivelle, en armure de turc qui joue aux échecs. Et l'inventeur se baladait avec son chariot, avec son turc mécanique, et jouait aux échecs contre des gens. Et franchement, il gagnait souvent. Et les gens étaient bluffés. Mais c'est incroyable, monsieur, vous avez résolu l'intelligence, le robot joue aux échecs. Rappelez-vous qu'à l'époque, l'intelligence, c'était les échecs. Sauf qu'en fait, quand les gens demandaient comment ça marchait, l'inventeur disait « Non, non, mais je ne montre pas mon rouage, secret industriel, hors de question. » Mais un jour, quelqu'un a regardé. Quelqu'un a soulevé le capot de la machine. Et en fait, s'est aperçu qu'à l'intérieur, il y avait un humain. En fait, oui, c'est ça. L'intelligence artificielle, le turc mécanique, c'était un humain planqué dans une boîte qui bougeait les pièces en fait d'échecs. Et donc les gens de l'écran, alors qu'en fait, c'était un humain qui jouait. Et le terme aujourd'hui est resté. On parle de turc mécanique quand on parle d'un humain qui est derrière la machine et que l'utilisateur ne sait pas si c'est un humain ou une intelligence artificielle qui lui répond.
Mais tout ça pour dire qu'à l'époque mécaniste, le meilleur exemple d'intelligence artificielle était une supercherie. Ensuite, à l'époque de l'électricité, avec Tesla et Edison, on a essayé d'expliquer l'intelligence comme des courants électriques. Bien évidemment, avec l'invention des télécommunications, le code Morse, bien sûr, c'est la communication, c'est l'information qui transite entre les neurones. L'ordinateur, tout est input, output. Le cerveau, c'est de la data qui est processée. Et puis, maintenant, l'intelligence artificielle. Vous voyez, en fait, la réalité, c'est qu'on est peut-être dans une situation où on va perpétuellement chercher à expliquer l'intelligence et à la reproduire, mais on n'en sera peut-être jamais capable. Peut-être que le fait que nous soyons nous-mêmes à l'intérieur de la boîte qui essaye d'expliquer ce qu'il y a dans la boîte rend la tâche en fait totalement impossible. Et donc, si vous voulez vraiment vous poser la question de ce qui va se passer, oui, les intelligences artificielles vont effectuer des tâches logiques. Oui, elles auront un QI de 1 milliard. Oui, elles feront des maths mieux que vous, mieux que moi, mieux que tout le monde. Par contre, toutes les tâches émotionnelles resteront l'apanage des humains. Et ça, c'est vraiment très important, parce que quand on regarde réellement les emplois, et quand on regarde en France en tout cas, quand on regarde les emplois en France et qu'on les divise en tâches logiques et en tâches émotionnelles, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les emplois totalement automatisables, c'est-à-dire qui sont majoritairement des emplois composés de tâches logiques, représentent à peu près 10% des emplois. 40% sont des emplois majoritairement à tâches émotionnelles, donc il n'y a quasiment rien à automatiser. Et la plupart des emplois sont une espèce de combinaison entre les deux. Et donc, du coup, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on ne pourra jamais intégralement remplacer l'humain, mais qu'en fait, la majeure partie des emplois vont nécessiter une prise en main de ces outils d'intelligence artificielle pour augmenter les capacités d'intelligence émotionnelle des humains. Donc, pour dire autrement, les humains réfléchissent, les machines exécutent. Et donc, plutôt que d'essayer de résoudre le problème du chômage de masse, et c'est ce qu'on avait dit au gouvernement à l'époque, on est en fait face à une situation où on doit former la population à ces nouvelles technologies. En réalité, le problème de l'intelligence artificielle n'est pas le chômage à 50%, n'est pas la destruction d'emplois, c'est le problème de formation, de fracture numérique qu'il va falloir résoudre. Et ça, c'est un problème d'apprentissage continu et adaptif. Plutôt que d'apprendre quelque chose pendant 4 ans et de le faire le reste de sa vie, il faut maintenant que tout le monde apprenne en continu à adopter ces nouvelles technologies pour s'en servir dans son emploi. Et donc la formation continue, c'est véritablement la clé de la révolution de l'intelligence artificielle, et c'est véritablement ce dont on a vraiment besoin sur le long terme. On n'a pas besoin de résoudre les questions de chômage à cause de ça, on a besoin de résoudre les questions de formation. Donc que vous soyez une entreprise ou que vous soyez un gouvernement, c'est vraiment important en fait de prendre cette dimension-là. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Je vous parle de ça parce qu'en fait, moi, depuis que je suis petit, on m'a expliqué que le futur ressemblait à ça. Ça, c'est une scène du 5e élément. C'est oppressant, c'est technologiquement très lourd, il y a du flicage en permanence, de la pub ciblée, enfin, c'est un endroit horrible, c'est pas un futur désirable, personne ne vit là-bas, surtout pas moi, quoi. Je veux dire, c'est ouf, c'est vraiment angoissant. En fait, non. Quand véritablement on pose la question aux gens du monde dans lequel ils ont envie de vivre, et surtout en ce moment en plein confinement, c'est ça. En fait, on veut ça. On veut être apaisé, en vacances, à la plage, dans la nature, le grand air. En fait, on veut l'inverse de ce que la technologie essaye en fait de faire si on lui laisse prendre le dessus. Et pour moi, c'est vraiment ça l'opportunité de l'intelligence artificielle. L'opportunité de l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser les tâches qui ne nous importent pas, celles qu'on n'a pas envie de faire, pour nous libérer suffisamment de temps pour qu'on puisse finalement avoir le temps libre, pour qu'on puisse être moins stressé, pour qu'on puisse peut-être plus partir en vacances. C'est tout simplement une façon pour nous d'être moins stressés et d'être plus heureux. Merci. Voilà, j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Le point de ce que je disais aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas comparable à l'intelligence humaine parce qu'il lui manque la dimension émotionnelle. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que l'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence. C'est une autre forme d'intelligence. On a créé une nouvelle forme d'intelligence, et tant mieux. Et on s'en servira pour ce à quoi elle est utile. Mais elle ne sera pas utile au même titre que l'intelligence humaine est utile. Et donc voilà. Donc pour conclure, en fait, ce que je voulais dire, c'est franchement, tranquillisez-vous, quoi.
parce qu'en fait, en réalité, le risque, il ne vient pas du remplacement de l'humain par l'intelligence artificielle. Le risque, il vient de la mauvaise utilisation de ces technologies, comme les autres technologies du numérique. Et pour moi, aujourd'hui, il y a 3 risques fondamentaux qui pèsent sur le monde à cause du digital. C'est les problèmes, en fait, de fake news et d'extrême inflation d'idées fausses sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très grave. C'est le problème, en fait, de la vérification de l'authenticité du contenu et des personnes. Je pense que quand on a des technologies d'intelligence artificielle qui nous permettent de créer du contenu et des vidéos avec la tête de quelqu'un, la voix de quelqu'un, mais qui sont totalement fabriquées, il y a un véritable problème parce qu'en fait, on ne peut plus faire confiance à ce qui se passe. Donc, le problème de la confiance dans ce qu'on voit sur le digital, c'est très, très important à résoudre. Et il y a le problème de la vie privée. C'est qu'in fine, tout ça, c'est de la data. Tout ça, ça a un impact en fait dans notre quotidien. Et si on ne se pose pas la question de protéger notre vie privée, de protéger nos données et de protéger les usages qui sont faits de nos données, ça va devenir en fait une catastrophe. Le dernier des problèmes auxquels on devra se confronter, c'est une intelligence artificielle qui déciderait que les humains, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le problème qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas, si jamais vous avez envie de continuer à discuter, sur Twitter, c'est très simple, hein, Randhindi, R-A-N-D-H-I-N-D-I. D'ailleurs, c'est partout sur les réseaux sociaux, R-A-N-D-H-I-N-D-I, Instagram, Twitter. Moi, j'aime bien répondre, ça m'amuse. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact. Et puis, j'espère à très bientôt. Et encore merci à toute l'équipe de m'avoir invité pour cette conférence. Moi, j'aime bien Sophia Antibes, j'y étais d'ailleurs cet été. Donc, j'espère qu'une autre fois, on pourra faire ça de visu. Avec Merci à tous.